La pénétration anale, c'est un sujet qui peut être source de beaucoup de plaisir, mais qui soulève aussi pas mal de questions et d'appréhensions. Alors dans cet éclairage, on va décortiquer ensemble 8 erreurs assez fréquentes, et surtout on va voir comment les éviter pour que tout se passe pour le mieux. Au fond, qu'est-ce qui fait toute la différence entre un super souvenir et une expérience qu'on préférerait oublier? Et bien souvent, ça se joue sur des détails. On va donc suivre pas à pas le déroulé logique d'un rator pour identifier ces petits pièges à éviter. Bon, avant même de penser au physique, tout commence bien avant. La toute première brique, celle qui soutient tout le reste, c'est la discussion. Zapper la conversation, c'est un peu comme partir en voyage sans carte. On risque de se perdre. Cette discussion, elle est essentielle. C'est pas juste pour vérifier le consentement et l'envie, c'est aussi pour créer un climat de confiance. Sans ça, le stress et les quiproquos s'invitent vite, et c'est pas vraiment l'ambiance qu'on cherche. Ok, une fois que les choses sont dites et que tout le monde est sur la même longueur d'onde, il faut préparer le terrain, physiquement. Et là, il y a 3 piliers, 3 trucs à ne jamais oublier pour que ça se passe en douceur. Pensez à ça comme un trio inséparable. Le lubrifiant, c'est pour le confort. Les préliminaires, c'est pour la détente. Et l'hygiène, c'est pour la sécurité. Si on en oublie un seul, c'est toute l'expérience qui peut être bancale. Allez, on regarde ça de plus près. Alors ça, c'est un point purement anatomique, mais il est crucial. Contrairement au vagin, l'anus ne produit absolument aucune lubrification naturelle. Essayer sans lubrifiant, c'est un peu comme frotter 2 surfaces sèches l'une contre l'autre. Ça coince, ça irrite et ça fait mal. S'il y a une phrase à retenir, c'est bien celle-là. Il n'y a jamais trop de lubrifiant. Mieux vaut en avoir partout que pas assez. C'est la meilleure assurance contre les micro-fissures qui sont non seulement douloureuses, mais qui augmentent aussi le risque d'infection. Il faut voir le sphincter anal comme une sorte de porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est un muscle, et sa nature, c'est d'être contracté, fermé. Si on essaie de forcer le passage, son réflexe de protection, c'est de se contracter encore plus fort. L'approche change absolument tout. Y aller en force, ça ne mène qu'une chose, la douleur et un muscle encore plus tendu. C'est littéralement l'opposé de ce qu'on veut. La seule et unique clé, c'est une approche douce, progressive, qui va inviter le muscle à se relâcher en confiance. On passe à l'hygiène. Ça peut sembler évident, mais c'est essentiel. On parle de gestes simples, une propreté personnelle de base, bien sûr. Nettoyer les sextoys avant et après. Et un petit détail qu'on oublie parfois, avoir les ongles coupés courts pour éviter les griffures et le transfert de bactéries. C'est du bon sens, mais ça va toujours mieux en le disant. Bon, les bases sont là, la préparation est faite. On entre maintenant dans le vif du sujet, l'acte en lui-même. C'est ici que le rythme et la manière de faire deviennent hyper importants. Et c'est aussi là qu'on trouve 2 autres erreurs fréquentes. Le maître mot ici, c'est la patience. Le corps a besoin de s'habituer, de comprendre ce qui se passe. Commencer par des mouvements très lents et pas très profonds, ça permet aux muscles de s'adapter en douceur au lieu de se crisper d'un coup par surprise. Alors là, attention, c'est une règle d'hygiène absolument capitale. Passer de l'anal au vaginal sans nettoyer méticuleusement entre les deux, c'est à proscrire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on transporte des bactéries intestinales vers le vagin, ce qui peut causer des infections. Dans l'autre sens, du vaginal vers l'anal, le risque est bien moindre. La règle est donc simple, dans le doute, on nettoie. On arrive maintenant à ce qui est peut-être l'outil le plus important de tous, l'écoute. Savoir lire les signaux, verbaux ou non, de la personne qui reçoit la pénétration, c'est fondamental. C'est une vérité toute simple. La seule personne qui sait vraiment ce qui est en train de se passer, c'est celle qui reçoit. C'est son corps, ce sont ses sensations. C'est donc cette personne qui guide, qui a le dernier mot sur ce qui est agréable ou ce qui ne l'est pas. Alors, concrètement, on perçoit un signal négatif. Une grimace, un corps qui se tend, la réaction doit être immédiate. On ralentit, on se retire un peu et surtout, on demande. Un simple « ça va » peut absolument tout changer. Ignorer ces signaux, c'est prendre le risque de transformer un moment de plaisir en une expérience douloureuse, voire traumatisante. Et voilà, on arrive à la règle d'or. La seule chose à ne jamais, au grand jamais faire, c'est l'erreur la plus commune et sans doute celle qui fait le plus de dégâts. Il y a ce mythe ténace et hyper dangereux qui dit qu'il faudrait pousser un peu, malgré la douleur, pour qu'elle s'en aille et que le plaisir arrive. C'est une idée complètement fausse et c'est la cause de la quasi-totalité des mauvaises expériences. L'image de la porte est parfaite. Quand on force contre un muscle contracté, on ne l'aide pas à s'ouvrir, on risque de le blesser, de le casser. En réaction, le muscle va juste se défendre en se contractant encore plus. C'est un cercle vicieux de douleur et de tension. La douleur, ce n'est pas un obstacle à franchir, c'est un message. C'est le système d'alarme du corps qui crie « stop ». L'ignorer, c'est risquer une déchirure musculaire qui peut avoir des conséquences bien réelles, et parfois sur le long terme, comme des problèmes de continence. Il faut donc retenir ça comme une vérité absolue.
La douleur n'est jamais normale et elle n'est jamais le chemin vers le plaisir. Peu importe ta pratique, la douleur, c'est un signal d'arrêt. Point. Il n'y a aucune exception. Le plaisir et la sécurité priment sur tout le reste. En fin de compte, en évitant ces erreurs, on change complètement de paradigme. On ne se concentre plus sur comment gérer l'inconfort, mais sur comment créer du plaisir et de la connexion. Et ça nous amène à une question plus large. Si la communication et l'écoute du corps sont si cruciales ici, quelles autres idées reçues qu'on a sur la sexualité mériteraient d'être remises en question avec la même attention ?